Sur France 24, le 4 mai, le président Martin Fayulu a dit il va rencontrer Fachi et il va rencontrer Kabila. Pourquoi ça n'a pas fait polémique? Et le président Martin Fayulu ne part pas la nuit. Il dit au peuple, pour sauver le Congo, parce que depuis qu'on a commencé cette histoire de dialogue, nos prélats ont fait le tour du monde. Ils ont fait la conférence de presse. Nous sommes bloqués. Comment vous êtes bloqués? C'est Fachi qui bloque. Alors, on voit les dangers arriver. Si le président Martin Fayulu se décide de rencontrer Fachi. Dans quel cadre? Et de parler. C'est là que la question se pose. Dans quel cadre? Non, il y a eu des consultations qui ont été organisées sur excusez-moi, le professeur Bérande. Non, votre leader n'y est pas allé. Non, excusez-moi. Mais pourquoi maintenant? On ne doit pas aller. Nous sommes une plateforme autonome. On a notre ligne de conduite. Pourquoi rencontrer Tshisekedi maintenant? Dans quel cadre? Il a bien dit. Vous avez suivi le discours. Il a dit l'heure est grave. Et elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation du pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche à grands pas. Nous devons l'arrêter. Il a dit. Donc aujourd'hui, arrêter la balkanisation passe par la rencontre excusez-moi. Kabila Tshisekedi. Arrêter la balkanisation. Non. Ne raisonnez pas comme ces gens de la rue. Non, c'est une question. Ouais, parce que je vous ai à laquelle on a besoin je vous ai déjà expliqué. De l'éclairage. Pour arrêter la balkanisation, il faut la cohésion nationale. Si aujourd'hui, on n'a jamais réussi à balkaniser le Congo, c'est parce que c'est vouloir de vivre ensemble, à bien jouer. Et tout le peuple, partout où vous allez, personne n'accepterait la division du pays. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a un venin de division qui est en train de s'installer. Quelle opportunité? Il y a danger. Et les cadres, c'est là ma question, vous ne répondez pas. Non, je vous réponds. Nous, on a proposé les cadres, c'est le dialogue. Mais ça n'empêche pas que les politiciens se voient, parce que le Fachi, qui est supposé être le blocage au dialogue, si le président Martin Fayulu dit « je dois voir Fachi, je dois parler avec Fachi », si les gens étaient sages, ils devaient attendre l'après-rencontre pour dire tout ce qu'ils ont dit. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le Wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises.
Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux au présidentiel de 2018 et de 2023, vient de sonner l'alerte. La balkanisation de notre pays, que l'on redoute depuis des décennies, n'est plus une menace lointaine. Il a dit dans son discours diffusé ce 2 juin sur différentes plateformes. Et donc, cet appel à la responsabilité, c'est comme ça que son adresse à la nation est intitulée, vient de relancer les débats sur le rôle que chacun de nos contemporains doit y jouer. En cette période où notre pays résiste à la capitulation, la volonté et l'action doivent être ce mélange d'efforts et de détermination pour parvenir à une paix victorieuse. Oui, la paix victorieuse, c'est gagne. On est donc content, chers internautes, amis auditeurs et téléspectateurs, de votre confiance à ces tribunes qui ne cessent de faire parler d'elles. On va revenir sur le grand sujet d'actualité avec beaucoup plus de précision. C'est que vous avez raté il y a quelques heures, vous avez donc l'occasion de récupérer et d'être à la page de l'actualité. Depuis son discours, le proprio de Fadenhaus s'est fait remonter les bretelles. Puisque quand il dit que Kabila doit quitter Goma, ou encore quand il dit vouloir rencontrer très très prochainement Félix Tshisekedi, non pas pour une faveur, mais pour parler Congo, eh bien, chacun y va, selon son commentaire. Sur ce plateau, on est donc content d'avoir quelqu'un qui engage le parti de Martin Fayoulou. Avec elle, on va essayer d'en comprendre le dessous des cartes. On est donc content en ce jour de recevoir sur ces beaux plateaux de Politicon Madame Chantal Moboni, affectueusement appelée Mama Chantal Moboni. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti et secrétaire national en charge de la communication et médias de l'ECD, et vous faites en même temps partie du collège des présidents de la coalition genevoise de la Mouka. Comment allez-vous? Content de vous recevoir. Merci de l'invitation. Nous allons très bien. Plusieurs fois, on a repoussé nos rendez-vous, mais vous y voilà. Très content de vous avoir sur notre plateau. C'est quand même un honneur pour nous parce que il est de moins en moins de femmes qui acceptent de s'engager en politique. Qu'est-ce qui vous motive autant de continuer à vous engager en politique et surtout aux côtés de votre leader? En tant que femme, j'ai le devoir de la protection de vie, des vies humaines, étant donné que c'est moi qui la donne. Donc, je suis obligée de la protéger. Et protéger la vie humaine, ça veut dire que veiller à ce que l'enfant qui naît soit bien entretenu, soit bien protégé, soit bien encadré, orienté, de sorte que cet enfant-là puisse demain servir le Congo. Donc, en tant que femme, je me suis sentie obligée du fait qu'il
Il y a un cliché sociétal qui a été donné à la femme dans notre société. Et comment vous faites pour, puis, pour vivre avec tous ces stéréotypes, surtout lorsqu'on voit une femme politique, en tout cas, beaucoup de clichés nous, qui on vous sont s'est collés. on s'est décidé de faire la rupture avec ces clichés sociétals, de démontrer que ce soit l'homme ou la femme, tous devons travailler pour que le pays aille de l'avant. Et que je ne pense pas que le sexe féminin soit un handicap. On ne pense pas cela. Nous pensons plutôt que le problème, c'est au niveau du cerveau, de la mentalité, de la structure intellectuelle et idéologique, et aussi qu'est-ce que nous avons comme idéal. Parce qu'il y a des femmes qui excellent plus que les hommes. Vous savez, depuis 60 jusqu'à ces jours, est-ce qu'il y a une femme qui a été présidente? On n'en a jamais eu. Mais où est le Congo aujourd'hui? Dans l'histoire du Congo, avez-vous déjà l'histoire d'une femme qui a fait la rébellion? Non, mais qui en souffre? C'est la femme et ses enfants, la femme et sa progéniture, la femme et son mari, la femme et tout ce qui vient de la femme. Donc, nous avons le rôle à jouer en tant qu'actrice, non seulement pour du développement, non seulement qui donnons la vie, mais aussi qui devons veiller à ce que cette vie soit protégée pour l'intérêt du Congo. Mais sous Félix Tshisekedi, on a eu la chance ou la malchance d'avoir une première femme à la primature. On pensait qu'une fois la femme assumait un certain nombre de responsabilités, ça suffirait pour changer la donne. Mais ici, le curieux que cela puisse paraître, on constate que la situation reste la même. Vous savez, le pays souffre aujourd'hui à cause du poids politique. Quand on parle de poids politique, on voit les nombres numériques, soit des députés et consorts, et cela conditionne tout, qui influe même sur le choix des animateurs des institutions. Or, pour nous, en tant que femmes, nous avions commencé cette lutte en disant à compétences égales, les fonctions égales. Nous, c'est la méritocratie. Homme comme femme, celui qui mérite ou celle qui mérite doit être là où il doit être. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question par rapport aux critères qui servent pour le choix. Nous, on n'est pas féministes. On peut avoir aujourd'hui, on peut nous dire qu'il y a autant de femmes au niveau du Parlement. Bon, ça, ce n'est pas notre problème, mais le problème, c'est que nous voulons qu'il y ait des femmes qui se battent, qui comprennent la lutte, qui ont un idéal pour servir la nation. Mais si, par exemple, parce qu'on est sous-maman de quelqu'un, on est suppléante et on arrive à être quelque part, on doit compter ces gens parce qu'elles sont femmes. Est-ce qu'en réalité, elles sont femmes? Parce qu'être femme, moi, je parle de la femme avec F, le grand F. Et la femme qui comprend son rôle dans la société. La femme qui comprend ce que la société attend d'elle. La femme qui s'est dit, j'ai des devoirs, que ce soit au niveau de la famille comme cellule de base de la nation, au niveau de mon pays en tant que patriote, je suis citoyenne et si je mérite d'être quelque part, c'est pour servir ma nation. Dans le problème, donc, le problème, c'est pas la féminité. Le fait que l'on ait Madame Suminoa comme Premier ministre, c'est pas parce que les femmes, et c'est que justifie peut-être le bilan, c'est le choix. Non, nous, le problème, c'est que je ne doute pas des capacités de Mme Souminois, mais par rapport au contexte... Mais vous parlez des critères qui doivent amener au choix des animateurs. C'est très important. Par rapport au contexte du pays, par rapport aux résultats attendus, par rapport à tout, il faudrait qu'il y ait quand même certains critères. Alors, elle n'était pas le profil approprié ou le profil qu'il fallait. Je ne dis pas elle n'a pas le profil. Je ne dis pas ça parce qu'on va te bandir des diplômes, de tout. Mais mon problème, c'est qu'il faut voir là où elle aille déjà à faire quelque chose. C'était comment? Elle était au plan. C'était comment? Il faut qu'on se pose des questions. Et qu'est-ce qu'on attendait d'elle? Et surtout que cette femme, si elle est nommée comme pour faire l'événementiel, pour démontrer à la face du monde que maintenant là, on a mis une femme et attirer la sympathie des femmes, là, tout est biaisé. Et si cette femme n'a pas l'autonomie de sa gestion, ça devient biaisé. Le problème, ce n'est pas de nommer la femme. Le problème, c'est de nommer la femme qui mérite, la femme qui a de compétences et de laisser cette femme travailler avec une autonomie qui permette à ce qu'elle puisse accomplir sa vision. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous pensez vraiment que Mme Souminoa est libre dans l'exercice de ses fonctions? C'est un peu compliqué. Bon,
Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais à elle de se Ouais, démarquer. elle sait, bon. Et moi, comment expliquer le nombre assez réduit de femmes en politique? Bien que la loi la loi lors des dernières élections a donné un peu plus de privilèges à la femme. Qu'est-ce qui justifie que la femme ne soit pas beaucoup plus engagée? Y a-t-il encore des stéréotypes qui vous retiennent? Bon, je vais répondre en 3 dimensions. La première dimension, vous parlez de la loi. Cette loi n'a pas favorisé la femme. Au contraire, c'est servi de la femme comme un fonds de commerce de partis politiques. Il suffisait d'avoir plus de 50% de femmes pour ne pas payer, pour être exonérée de la caution. Vous voyez encore une fois que la femme est chosifiée. Mais pourtant, il fallait voir déjà en amont comment faire pour que nous arrivions à avoir des femmes élues. Cette loi-là Ça, n'en valait pas la peine? Cette loi, il n'y a aucun caractère contraignant. C'est l'article 13 de la loi électorale. Il n'y a aucun caractère contraignant. Je suis parmi les femmes de la société civile parce que je suis aussi coordonnatrice de l'ONG Action de Femmes de Valeurs. J'ai milité pour le droit des femmes et je continue à militer pour ça. Je suis parmi les femmes qui ont haussé le ton, qui sont allées faire les sit-ins devant le Parlement pour demander à ce qu'il y ait un caractère contraignant par rapport à ça. Vous voulez que la loi soit coercitive? Malheureusement, on vous présente la femme comme quelqu'un qui doit payer le prix pour que les partis ne payent pas la caution de ces candidats. Et vous allez voir, on prend le gros poisson et quand ça fait déjà 50%, on part même dans les ONG, partout, on ramasse des femmes. Là, elles sont là pour accompagner, exempter les partis et non pour arriver quelque part. Ça, nous dénonçons. Vous parlez de la femme, pourquoi ces stéréotypes n'arrivent toujours pas à quitter. Bon, le problème, je vous ai dit ici, il y a déjà un cliché sociétal. Pour une femme qui fait la politique, elle n'a pas de considération dans la société du fait que c'est réservé aux hommes. Et faire de la politique, il y a tout ce qui va avec. Donc, il y a beaucoup de jugements, de préjugés par rapport à ça. Donc, il faut être une femme de caractère, une femme qui a l'ambition et qui a un idéal pour transcender toutes ces histoires et se dire que je vais démontrer à la face du monde que c'est pas ça être femme politique. Et partout, dans toutes les disciplines, il y a des problèmes. Mais nous, maintenant, on doit se battre, on ne doit pas se taire. On doit se battre, c'est vrai, il y a certaines avancées sur les plans de loi comme l'article 14, comme la convention de Beijing, comme la convention 1325, la résolution 1325, c'est bon. Il y a même le protocole de l'Union africaine par rapport aux droits des femmes, c'est bien. Mais en réalité, sur le plan de l'applicabilité, sur le plan de l'applicabilité, ça pose problème. Et il y a aussi un autre problème au niveau même de la femme. Parce que la femme n'a pas ce courage-là de transcender ces clichés sociétals. Il y a encore du travail à faire. Il faut l'éducation de la femme, il faut la formation. Vous savez que dans l'autre, disons, jadis, il y avait cette difficulté de la scolarité de la femme. Nous sommes parmi les gens qui ont fait la campagne Ma fille à l'école. Et aujourd'hui, les rapports, que ce soit du ministère de l'Enseignement... Mais aujourd'hui, les débats ne se posent plus. Ça se pose plus parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une prise de conscience et on retrouve les femmes partout. Maintenant, le problème, c'est que comment canaliser ces énergies? Comment la société peut aider à ce que les femmes aillent de l'avant? C'est le plus important. Ouais. Lorsqu'on parle de la loi... sur la loi qui exonère les partis... L'article 13 de la loi électorale. La loi électorale, bien sûr. Ouais. Est-ce que cette loi doit être considérée comme une avancée notable dans notre société? Parce que vous parlez de la femme qui a les mêmes compétences que l'homme. Alors pourquoi il y a une loi qui va presque en sa faveur? Non, c'est-à-dire, nous avons de mêmes compétences, nous faisons toutes les mêmes études, tous les mêmes études. Il n'y a pas de diplôme réservé aux femmes comme aux hommes. Alors pourquoi des lois privilégiant la femme que l'homme? Non, je vous ai... Si elles ont les mêmes compétences, ils doivent partir à chance égale à tous les niveaux. J'ai circonscrit le contexte, la société, les stéréotypes. D'ailleurs, vous-même, vous en avez parlé. Ces stéréotypes ont fait que la femme était négligée.
quand on n'avait pas assez d'argent, l'homme devait aller à l'école parce que c'est lui qui devait s'occuper du ménage, disons, de la famille. C'est lui qui était là comme pourvoyeur de fonds et consorts. Donc, on pouvait laisser la femme parce que la femme était vouée à un mariage futur. Et les parents pouvaient garder la fille pour se dire qu'il y a un homme quelque part qui est en train de travailler, d'étudier pour elle. Mais aujourd'hui, la donne est renversée. Il y a même le rapport de FNPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui démontre à suffisance comment la femme aujourd'hui tient les secteurs informels. Les secteurs congolais, c'est informel à plus de 75% tenus par deux femmes. Et depuis le pillage de 91, la femme a démontré sa capacité. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans le ménage, la femme apporte plus. Elle est devenue le pourvoyeur. Ouais. De toute la elle apporte société. plus. Allez, elle apporte plus. Beaucoup de force à la femme congolaise qui, malgré les stéréotypes, malgré les stigmates, elle arrive à se Et la masculinité démarquer. toxique. Et la masculinité toxique. Ouais. Qu'avons-nous fait de la campagne lancée par le chef de l'État, la masculinité positive? Est-ce que avons-nous tiré profit de cela? Bon, par rapport à cette histoire de masculinité toxique, moi je dirais que nous devrions tous lutter contre ça. C'était déjà pris par les associations, par les organisations de droits des femmes et consorts. Et nous pensons que c'est un problème sociétal. Il faudrait que nous tous, nous puissions nous mettre pour comprendre aujourd'hui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, si vous voulez aller... Pas qui trouve une femme, qui trouve une bonne femme. Non. La précision doit être les détails. Non, c'est pas la précision, ça devient la fausseté. Parce que moi, c'est la Bible qui le dit. Et dans Proverbes, je crois, 10, 31... Lorsque vous remontez, la Bible précise les critères d'une femme qui apporte le bonheur. Il ne s'agit pas de la Bible. Non, la Bible décrit la femme vertueuse. Ok? C'est cette femme que ses enfants font de louanges pour elle. C'est cette femme qui sort le matin pour aller chercher. Et c'est un don de l'Éternel. Oui, c'est un don de l'Éternel. Oui, on précise aussi que la femme insensée, c'est une femme qui est comme carie dentaire. Là, je suis au verset 12. Voilà. Donc là, je maîtrise ça très bien parce qu'au-delà d'être politique, je suis chrétienne et je sers Dieu. Oui, on vous suit sur vos réseaux. Ouais, donc le problème aujourd'hui, c'est que on n'exigera pas seulement que la femme soit bonne. On doit exiger à ce que l'homme et la femme soient bons. C'est ça le problème. Parce que si moi je suis bonne, si vous pensez que c'est moi qui dois être bonne, et vous ne serez pas bon, et quand on fera ce mélange, malala kopole bébé sera malala kitoko. Ça doit faire l'objet d'une prochaine émission certainement, avec Maman Chantal Moboni. Allez, on va dérouler les menus de ce jour. Ça fait débat au sein de l'opinion. Martin Fayoulou a sonné l'alerte en précisant que la balkanisation de notre pays, la balkanisation que l'on redoute depuis des décennies, depuis 1960, n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche à grands pas. Nous devons l'arrêter. Un appel à la responsabilité. Comment l'avez-vous accueilli? Comment vous analysez son discours sur le plan fond et forme? Ok, merci beaucoup. Situons-nous dans le contexte. Le contexte actuel est que le pays est agressé. Le pays est agressé. Là, je suis sur la résolution 2773 des Nations Unies qui a attesté la présence rwandaise au Congo. Le pays est agressé, bien sûr. Il y a aussi des groupes armés qui sont en train d'opérer dans le pays. Et à ce moment, il y a une partie du territoire national qui est sous occupation et que l'autorité de l'État n'est pas sur toute l'étendue du territoire national. Et au-delà de ça, nous avons vu qu'il y a aussi, non seulement cette souffrance accrue, il y a aussi ces détournements de fonds qui deviennent monnaie courante. Tout ça, et en bref, les aspirations du peuple ne sont pas entendues, ne sont pas réalisées en fait. D'où il y a une déception au niveau de la population. Le contexte est tel qu'il y a un danger réel de balkanisation parce que quand vous voyez déjà comment ça se dessine, vous voyez que presque la partie est, la grande partie, vous voyez quand Goma n'est pas avec l'autorité du pays, tout ça, ça devient un problème. Bukavu, tout ça, vous avez plus de 100 localités.
plus de 100 localités qui sont sous occupation et cela sont attestés même par une résolution des Nations Unies. Et nous, en tant que la Mouka, on a fait de marches ici, on a tout fait pour dire non à la balkanisation, on a perdu même le nôtre. Je pense à Defa Opaloukou qui a perdu sa vie, qui était coordonnateur de la Ligue des jeunes au niveau de Goma, qui est décédé à cause d'une marche contre la balkanisation. Donc, la balkanisation dont nos pères de l'indépendance ont parlé en 60, on voyait que c'était encore loin. Mais en réalité, nous, là, on est en train de voir les dangers. Sinon, on sera responsable de l'histoire pour dire que quand on balkanisait les Congos, on était là, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et en tant que responsable, en tant que leader, en tant que personnalité politique, je dois faire l'appel à la responsabilité. D'abord pour tous les Congolais, de se rappeler toujours que cette menace dont a parlé Papa Lumumba n'est pas lointaine. Elle est déjà là. Et que faisons-nous? Alors, maintenant, là, le contexte est tel que il y a l'ex-président de la CENI, M. Nanga, qui a pris les armes, qui est de l'autre côté. Il y a le président honoraire, Joseph Kabila, qui venait aussi de faire un discours qui a été beaucoup apprécié. Et puis, on a eu le temps aussi de décortiquer ces discours. On a suivi ces discours. On a les acteurs principaux comme il y a président Moïse Katumbi, le président Denis Sanga, et puis il y a Fachi qui est en train de gérer ici au niveau de Kinshasa, disons de l'autre côté, en dehors de ce côté-là. Mais le contexte est tel qu'après le discours du président honoraire Joseph Kabila, il a dit qu'il partirait à Goma et il y est parti. De l'autre côté, Nanga est toujours là. D'abord, n'oubliez pas que le président Martin Fayulu, avant ses messages, il avait fait un message et il avait vraiment pointé les trois acteurs principaux aussi à la crise. Il avait demandé à Nanga de déposer les armes. Il avait demandé au président honoraire Joseph Kabila de pouvoir s'engager résolument pour la paix au Congo. Et il avait demandé à M. Félix Tshisekedi de pouvoir prendre en compte la gravité de la situation, les désastres qui sont en train d'arriver, la souffrance du peuple congolais. C'était ça. Donc, aujourd'hui, je veux rappeler ici que déjà le 31 août, sur le terrain Mabenga, Anjili, de son retour de la tournée américo-européenne, le président Martin Fayulu a fait un appel à la cohésion nationale. Il a dit qu'on doit se voir, on doit se mettre ensemble pour parler Congo parce que les dangers guettent le pays, les dangers de la balkanisation. Et pourquoi on devait se voir? On devait se voir pour parler de l'intégrité du territoire qui est menacée, de la gouvernance du pays. On attend les détournements à tout bout de champ. Au-delà de ça, il fallait que nous puissions parler des droits humains qui ne sont pas respectés. Il y a des exilés politiques, il y a des gens qui il y a plus, le droit humain n'a plus d'actualité, quoi. Mais Chantal, mais cette menace de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Non, permettez-moi Comment Martin Fayulu est-il passé d'opposant radical à lanceur d'alerte ou encore un homme de paix? Non, permettez-moi, je suis en train d'arriver. Je voulais d'abord montrer parce que n'oubliez pas, déjà en 2019, après la publication de résultats, au mois de mars, il avait déjà fait un plan de sortie des crises. Il avait demandé à ce que la classe politique se retrouve pour sauver le Congo. Parce qu'il n'a pas vu que moi, Fayulu, j'ai gagné les élections, c'est moi qui dois exercer parce que je n'ai pas exercé, je dois brûler les pays. S'il y a quelqu'un qui devait prendre les armes, ça serait lui. Du fait du hold-up électoral de 2018, mais il n'a pas pris. Ça n'a jamais été encore vérifié jusqu'à ce jour. Non, excusez-moi. On attend quand la vérité sera rétablie. Permettez-moi, je ne pense pas. Si on a tout le temps, on peut en parler. Le président Joseph Kabila en a parlé. Le président Nanga en a parlé. Qu'est-ce que vous voulez encore? Kabila n'a pas encore dit quoi que ce soit autour du deal qu'il y aurait entre lui et dites-moi, lui-même, son successeur. Il a d'abord le fait de dénoncer qu'ils avaient un deal
entre les deux présidents. Il a parlé d'un accord de gouvernance politique. Non, s'il vous plaît. Il a parlé d'un accord. Et il a dit, à partir de cet accord, ça fait que les forces politiques, les deux forces politiques des deux dirigeants soient en coalition. Et vous savez, la coalition FCC-CACH a été signée par Jean-Marc Abound et Néhémie Mouilania. Donc lui, il a parlé. Pourtant, il a dit qu'il attend de contre-vérités. Pourtant, les signataires qui connaissent la vérité ne dit rien. L'un des deux principaux signataires, donc c'est un accord qui a été signé à deux principaux signataires. Donc on n'est pas là. Mais on doit rappeler, donc quelqu'un qui ne veut pas le Congo, quelqu'un qui est très radical, quelqu'un qui est extrémiste, comme on le vend, ne pouvait pas déjà en 2019, au regard de ce qui s'est passé en décembre 2018, appeler à une cohésion nationale. Le point de sortie des crises, c'était la cohésion nationale pour trouver des solutions à ces crises. On ne serait pas ici aujourd'hui si on l'avait accepté. Tout le monde, toute la classe politique a refusé. On a dit que Fayoulou est en train de chercher le travail. OK. Le 31 août, il fait l'appel à la cohésion nationale. Parlons intégrité du territoire, gouvernance, droits humains, réforme électorale. Et nous devons aussi parler de la coexistence, notre coexistence avec les pays voisins dans la région. Les gens ont dit qu'ils cherchent du travail, les gens ont dit tout ce qu'ils ont dit. C'est depuis le 30 août. Mais nous sommes restés sur cette ligne-là. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 mois. Nous sommes contents du fait que la société tout entière, la classe politique tout entière a adhéré à cet appel à la cohésion nationale. Et nous avons demandé, c'est nous qui avons proposé que nos prélats soient de facilitateurs. Et nous avons proposé cela et partout, et tout le monde l'a adopté. Même le président Joseph Kabila, dans son discours, il en a parlé. Donc, on a fait quand même l'unanimité par rapport à ce que la classe politique se mette ensemble. Bon, ça, c'est un point. De deux, aujourd'hui, quel est l'intérêt du président Martin Fayoulou? Vous dites qu'il a changé. Non. Le président Martin Fayoulou est toujours... Je disais que la menace ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il semble être conciliant. Non, mais la menace pesait encore, planait sur la RDC, alors que Joseph Kabila avait encore l'impérium. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis qu'il était député, son cheval de bataille, c'était la situation de l'Est. Et je peux vous dire, si je prends seulement les 7 dernières années, on a été sur terrain, dans de marches, dans de tout contre la balkanisation. On était même pour chasser, arrêter, tabasser et tout par le gouvernement. Mais nous, on faisait des marches contre la balkanisation. Est-ce que la lutte contre la balkanisation rime avec l'extrémisme? Excusez-moi. Les gens ont tendance à le présenter comme extrémiste pour l'écarter du Congo, pour l'écarter des affaires du Congo. Et vous allez vous rendre compte que le président Martin Fayoulou, s'il était extrémiste, il n'allait pas donner toutes ses propositions. Il a fait même des propositions de la loi électorale, les propositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la proposition de la loi portant l'enrôlement des électeurs, la proposition. Donc, on a fait toutes sortes de propositions qui n'ont pas été acceptées. Et les gens disaient que non, il est en train de chercher du travail. Mais aujourd'hui, il y a une particularité. Nous sommes en train d'observer que cette menace qui avait l'image d'être encore un peu lointaine est en train de nous atteindre. Permettez-moi. Et là, vous avez épinglé le rôle de chaque acteur. C'est pour cela. En tant que responsable, en tant qu'initiateur d'une proposition de la cohésion nationale, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit parler en tant que rassembleur. Il doit parler pour chercher des solutions à ces problèmes. Le problème, c'est lequel? Le président Joseph Kabila, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup de respect. Avant de parler de lui, je voudrais, permettez-moi vous relancer. Il porte cet engagement, ce combat-là, de stopper la balkanisation, le combat du rassemblement, ou encore il parle de la cohésion nationale. C'est très important. Comment compte-t-il mettre cela en application? Voit-il l'aboutissement de ce projet? Dans quel cadre exactement, quand Félix Tshisekedi semble être
rejeté par tout le monde. Il n'inspire pas confiance, pour le moins au sein de la classe politique congolaise. Merci. D'abord, le président Martin Fayulu n'a pas dit que c'est lui seul qui apporterait la solution au problème du Congo. Parce que le problème congolais est multidimensionnel. Et il a fait cet appel à la responsabilité de tout un chacun. Quand vous allez au premier paragraphe, il parle au peuple congolais. Et dans le paragraphe qui suit, il parle aux 3 acteurs principaux de cette crise. Je dis les cadres pour résolver cette crise. Je suis en train de vous dire. Ce seraient lesquels? Les cadres, nous, on a déjà dit, c'est dans le cadre d'un dialogue des fils et filles du Congo, les parties prenantes, les grands acteurs. Sous les auspices de quelle organisation? Nous avons proposé que ce soit nos prélats et le pasteur de l'ECC. Mais c'est beauté en touche. Mais c'est discutable. C'est beauté en Mais touche par les pouvoirs en place. Permettez-nous de parler. Permettez-nous de parler. Allez-y. Donc, le problème aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, regardons le Congo aujourd'hui. Nanga, président de la CENI, qui avait proclamé Fachi, prend les armes. Nous savons que nous sommes agressés. Il interpelle Nanga de ne pas être complice des agresseurs. Parce que ceux qui meurent, ce sont ses frères et sœurs congolais. Il faut taire les armes. Il s'adresse au président Joseph Kabila. Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler sous émotion. Et malheureusement, je constate aujourd'hui qu'il y a un grand problème au niveau de la corporation journalistique. On a plus des agents de marketing qui sont payés mensuellement par les politiques et qui ont bradé la science. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un journaliste ne fasse pas l'étude analytique d'un discours, ne nous présente pas la compréhension scientifique de son discours, comment il voit le fait, est-ce que c'est ça comment le problème, il les analyse. parce que les politiques prennent en otage la presse ou chacun essaye de comprendre non, ce n'est et d'interpréter pas, vous allez le discours voir à sa manière et à son niveau? Non, le problème c'est quoi? Quand un journaliste interprète les discours à sa manière, il peut critiquer les discours. C'est normal. Parce que l'opinion de Martin Fayulu ne peut pas être l'opinion de tout le monde. Elle ne peut pas faire l'unanimité. Nous sommes en démocratie. Mais quand un journaliste qui travaille pour un camp bien déterminé, connu, qui travaille pour son intérêt, le peuple va croire comme si il travaille pour le Congo. Là, vous parlez plus précisément de notre confrère Perrault Louara, qui avait balancé de vérité et même une visite de nuit entre Fayulu et... Je suis déçu que vous parliez de ça comme vérité. Vous êtes journaliste. Prenez les faits. Avez-vous investigué? Avez-vous traité les faits? C'est pour ça que vous êtes là. Non, parce que vous dites que... Vous allez rétablir la vérité. Non. Déjà, la question est mal posée. Quand vous dites qu'il a parlé de vérité, comment concluez-vous que ce sont de vérité? Vous pensez, si nous, on était dans ces jets d'obscurité, Martin Fayulu pouvait rencontrer Fachi dans l'obscurité et personne ne le connaîtrait. Les gens sont en train d'analyser et de spéculer. Il n'y a pas de caméra qui voit quelque chose. Parce que s'il y a réellement des caméras, ces caméras sont fausses parce qu'il n'y a jamais eu cette visite-là, cette rencontre-là. Et pas du rapprochement entre Kabila et Tshisekedi et Fayulu depuis longtemps, qui tend à se formaliser. Non, permettez-moi de terminer aussi les fils d'idées. Le problème, c'est quoi? Pendant la campagne électorale, c'est les mêmes journalistes qui ont dit que Martin Fayulu a eu 5 millions de Fachi. Parce qu'il fallait défendre les intérêts d'un camp politique et diaboliser Martin Fayulu. C'est les mêmes camps de journalistes qui avaient dit, quand on avait fait le bloc patriotique, que Martin Fayulu aurait eu 4 millions de Kabila. Il n'en est pas le cas. S'il vous plaît, mais eux, ils ont des caméras qui vous donnent des preuves. Jusque-là, ils n'ont jamais dit des preuves. Mais jusque-là, même le côté de Kabila vous ont déjà sorti une preuve que Martin Fayulu a eu l'argent. Même du côté de Fachi. Qu'on comprenne un peu. Comment expliquer? Martin Fayulu et le président Denis Sanga, le président Katumbi, le président Kabila signent une déclaration pour contraindre les déclarations de principe qui ont été faites à Washington. Ils signent
Tout le monde s'abat sur Fayoulou. Fayoulou est devenu avec Kabila. Fayoulou a commis na Kabila. Fayoulou a été qui combat tout ça. Mais aujourd'hui, les gens pensent que Fayoulou doit être dans un coin et ils doivent venir utiliser Fayoulou pour leurs besoins. Le président Fayoulou n'a pas le droit de rencontrer les Congolais. Et il vous dit... Avant la signature de ce document-là, ne savait-il pas le schéma de ceux avec qui il s'engageait? Puisque déjà à cette époque-là, à cette date, les accusations pesaient sur le clan Kabila. Non, le problème, nous, on n'est pas à ce point-là. On n'a ni alliance ni coalition. Ça doit être précisé. Le problème, c'est que face au danger, toujours, lui, il souffre pour la protection du pays. Face au danger de la mutualisation économique de nos richesses, qui nous aurait coûté, nous, en tant que Congolais, prendre nos parcs nationaux, nos minéraux, qu'on appelle aujourd'hui des minéraux critiques, pourtant ce sont des minéraux rares qui sont recherchés partout, le vendre, les donner, c'était dangereux et la classe politique interne devait signer pour barrer à ce que les deux mains, il y ait un accord quelconque qui soit signé. Et c'est ce qui a été fait. Et ça même renvoyait à ce qu'on ajoute encore 5 co-facilitateurs au facilitateur Faure Gnassingbé pour pouvoir chercher à ce qu'il y ait dialogue entre les Congolais. Vous avez lu la déclaration. Donc le rapprochement ne concernait que le bradage de nos minéraux. C'est une circonstance bien déterminée. Contre sécurité. Une circonstance bien déterminée. Il n'y avait pas d'autre programme, agenda par la suite. Il n'y a pas d'autre programme, il n'y a pas d'agenda et consorts. Dédé, posez-vous la question, est-ce que le président s'était déjà vu avec le président Kabila? Non. Sur France 24, le 4 mai, le président Martin Fayoulou a dit il va rencontrer Fachi et il va rencontrer Kabila. Pourquoi ça n'a pas fait polémique? Et le président Martin Fayoulou ne part pas la nuit. Il dit au peuple pour sauver le Congo. Parce que depuis qu'on a commencé cette histoire de dialogue, nos prélats ont fait le tour du monde. Ils ont fait la conférence de presse. Nous sommes bloqués. Comment vous êtes bloqués? C'est Fachi qui bloque. Alors, on voit les dangers arriver. Si le président Martin Fayoulou se décide de rencontrer Fachi. Dans quel cadre? Et de parler. C'est là que la question se pose. Dans quel cadre? Non, il y a eu des consultations qui ont été organisées sur le professeur Bérande. Non, votre leader n'est pas allé. Non, mais pourquoi maintenant? On ne doit pas aller. Nous sommes une plateforme autonome. On a notre ligne de conduite. Pourquoi rencontrer Tshisekedi maintenant? Dans quel cadre? Il a bien dit. Vous avez suivi le discours. Il a dit l'heure est grave. Et elle est très grave. Nous vivons sans doute les ères les plus sombres de notre histoire. La balkanisation du pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche à grands pas. Nous devons l'arrêter. Il a dit. Donc aujourd'hui, arrêter la balkanisation passe par la rencontre excusez-moi. Kabila Tshisekedi, arrêter la Fayoulou. Non, ne raisonnez pas comme ces gens de la rue. Non, c'est une question. Ouais, parce que je vous ai à laquelle on a besoin je vous ai déjà expliqué. De l'éclairage. Pour arrêter la balkanisation, il faut la cohésion nationale. Si aujourd'hui, on n'a jamais réussi à balkaniser le Congo, c'est parce que c'est vouloir de vivre ensemble a bien joué. Et tout le peuple, partout où vous allez, personne n'accepterait la division du pays. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a un venin de division qui est en train de s'installer. Quelle opportunité? Il y a danger. Et les cadres, c'est là ma question, vous ne répondez pas. Non, je vous réponds. Nous, on a proposé les cadres, c'est le dialogue. Mais ça n'empêche pas que les politiciens se voient, parce que le Fachi, qui est supposé être le blocage au dialogue, si le président Martin Fayoulou dit « je dois voir Fachi, je dois parler avec Fachi », si les gens étaient sages, ils devaient attendre l'après-rencontre pour dire tout ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'ils ne se seraient pas réconciliés? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi un message de 3 minutes dérange autant? Pourquoi? Vous savez, un leader a été toujours compris après, au futur et non au présent. Au présent, il est toujours incompris. Mais les gens comprennent très bien. Mais ce qu'ils font, c'est de la mauvaise foi. Les gens, nous qui sommes de la résistance pacifique, pensons qu'il y a une manière de gérer le conflit. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent solutionner le problème par des armes
ou par l'argent ou quoi, nous estimons que ça sera éphémère. Parce que nous avions la FDL ici. Aujourd'hui, nous retournons dans la même case du départ, comme on dit, gros gens comme devant. Donc, le problème aujourd'hui, il faut comprendre les méandres du problème. Aujourd'hui, le président Martin Fayulu, il dit, il doit rencontrer Fachi. Et il dit bien, il dit quoi, M. Tshisekedi, vous avez le devoir de ne laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je vais vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Si c'est lui qui porte, non, si c'est lui qui bloque le dialogue, peut-être que le président Martin Fayulu pourrait chercher à le persuader d'accepter le dialogue pour sauver le pays. Considérant que sur l'aspect militaire au terrain, nous avons ce que nous avons, le pays est divisé, il y a des localités qui sont occupées. Qui connaît ce qu'il va dire? Est-ce que le pouvoir ne tente-t-il pas de se servir de Martin Fayulu pour crédibiliser les institutions de Kinshasa? Si on avait besoin, comme les autres disent, que Lukambongo, opposition Nzala, na tongo, vous auriez rejoint depuis longtemps. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a l'inversion de valeurs. Mouyibi, azako belela muto aibité. Mobomi, azo belela innocent ou abomité. Et la société s'arrange, il y a qu'au bundissa toutes les valeurs, toutes les personnes censées apporter un plus dans la société. C'est fait à dessein pour distraire le peuple. Et le peuple devient émotionnel. Comme tu dis, TikTok, les réseaux sociaux, tu dis, espace à Koloba, Azako Memabiso, Azolo Bela Kongote. Il est payé pour ça, il est en train d'exécuter un travail. Mais en réalité, c'est un travail qui divise. Merci. Comment trouvez-vous normal? Le président Katumbi a rencontré JKK. C'était un problème? Le président Katumbi a rencontré Fachi. Même personne là. Ils ont dit quelque chose? Le président Kabila a rencontré Nanga. Ils ont dit quelque chose. Donc tout le monde peut rencontrer tout le monde. Sauf Martin Fayulu. Sauf Martin. Oui, parce que si Martin Fayulu veut rencontrer quelqu'un, flamme, mote koufi. Et loko ni nyangonde, Martin Fayulu azo baby setango azo linga, qui a rencontré Fachiba Solola. Les gens sont allés trop vite. Comme Premier ministre, je vous avais dit, c'est faux et archi faux. Merci beaucoup. La même personne qui vous dit aujourd'hui Martin Fayulu Premier ministre, comme le président Jean-Marc Kabound est sorti de la prison, la même personne a dit qu'ils ont fait un deal, Jean-Marc Kabound sera Premier ministre. On aura quand même le Premier ministre. Ce sont de faussetés. Je voulais vraiment faire un appel au peuple congolais d'avoir le discernement. L'ère est grave. L'ennemi du Congo utilise tout le moyen pour nous diviser et chercher à ce que Azwanzela ya collègue. Merci beaucoup. Nous devons faire très attention. Ah oui, je dois interpeller ici que entre Congolais, le seul dénominateur commun, c'est le Congo. C'est la terre de nos ancêtres. Et les politiques peuvent mener leur combat, peuvent sortir de leur gants. Ils se voient en adversaire et non en ennemi. Donc je ne vois aucun inconvénient que Tshisekedi rencontre Kabila, que Fayulu rencontre Tshisekedi ou rencontre Kabila. Tout est possible, surtout lorsque l'on a l'objectif de sauver ce qui peut l'être. On prend un extrait du discours de Martin Fayulu à la nation, puis on revient ici pour prendre un autre aspect pour échuter. Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela,
je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Voilà. Et son discours, c'est un appel à responsabilité. Il s'adresse aux acteurs principaux de la crise des lecteurs que nous vivons dans l'est du pays. Mais le propriétaire de Fadenao s'est fait remonter les bretelles. Quand il parle de Kabila, il lui demande, ou il exhorte de quitter la ville de Goma, ou quand il parle de la collaboration avec les forces stupendieuses du Rwanda. Est-ce que aujourd'hui Martin Fayulu a-t-il le preuve de la collaboration de Joseph Kabila avec les forces ennemies? Bon, je vais dire d'abord que nous, les enfants de la Mouka, nous respectons le président Joseph Kabila. Nous le respectons parce que c'est le premier ancien président congolais qui soit vivant et que nous estimions qu'il doit se considérer toujours comme un sage avec son expérience de 18 ans à la tête du pays. C'est vrai que ça n'a pas été rose, mais ça a donné quand même de leçons parce que j'avais suivi même dans ses interviews précédentes, il a dit que il a appris de ses erreurs, qu'il est devenu fort. Donc, nous, on estime qu'on doit bénéficier des leçons que lui a apprises de ses erreurs pour que le pays aussi en bénéficie. Donc, nous lui devons du respect. Et aujourd'hui, ça, c'est une considération. Des deux, nous, on sait pertinemment bien que la ville de Goma, dont il est question, est sous l'occupation de forces étrangères et avec d'autres supplétifs internes. Tout le monde le sait. Maintenant, lui, en tant que sage, OK? Avec toute la considération que nous donnons, que j'ai épinglée au premier point. De deux, du fait que nous avions proposé la cohésion nationale et nous tenons à cela. De trois, vu que sa présence aux côtés des gens qui ont pris des armes aujourd'hui est perçue par diverses opinions, pas de la même manière. Est-ce que c'est là la vérité ou c'est Permettez-moi, vous m'avez posé la question. Permettez-moi. Que soit en accord avec les ennemis. Permettez-moi. Permettez-moi. Je ne sais pas, je ne suis pas à Goma. J'ai vu les images, tout ça. Et je suis à la cité, je vois comment c'est interprété. Il y a d'autres qui pensent que Félix, tellement, le peuple qui pense que Félix, tellement il n'a pas pu répondre à nos aspirations, que JKK revienne et qu'il parte là-bas, quel que soit le moyen, on ne veut plus de Félix. OK? Il y a d'autres qui pensent que la présence de JKK aux côtés de Nangaa donne une caution morale du M23. Et nous, en tant que les gens qui ont proposé la cohésion nationale, nous voyons que les opinions se divisent au même moment. Nous exhortons, et le président a utilisé le verbe qu'il faille, nous exhortons. On n'a pas dit que nous obligeons. On a dit nous exhortons. Nous vous exhortons avec toute la considération que nous avons pour vous
au regard de la fonction que vous avez occupée, du fait que cette fonction vous aurait donné une certaine expérience et du fait que c'est vous le premier ancien président vivant de notre pays, que nos enfants pourront un jour venir aussi vous poser des questions. Président, vous avez pris le pouvoir à l'âge de 29 ans. Comment avez-vous pu conserver ce pouvoir jusqu'à 18 ans? Donc tout ça, vous êtes une richesse pour la nation. Vous ne devez pas être là, sinon ça va créer... envenimer la situation. Oui, ça va envenimer et ça ne permettra pas le processus de la cohésion nationale. N'est-ce pas de la grandeur d'esprit? Mais quand il parle de trahison, d'où tient-il ça? Quand il parle de la collaboration avec ceux qui déchirent notre pays, quand il parle de la compromission... Mais je vous ai dit pourtant, Kabila était, on ne peut plus clair dans son tout dernier discours. Il va à Goma parce que c'est symbolique. Vous savez, Goma est une ville martyre et il va pour compatir avec les compatriotes qui sont là-bas. Et surtout qu'il a rappelé que chacun de nous doit jouer son rôle, sa partition. Joue sa partition. Et il était le premier à jouer sa partition en Seranda. Afin de trouver un schéma. C'est-à-dire quoi? Une voie vers la paix. On ne peut pas avoir la même approche. Parce qu'on n'a pas une même idéologie, on n'a pas une même vision non plus. Chacun sait qu'est-ce qu'il pense réellement. OK? Mais le problème, le président Martin Fayoulou vous en tenez à quoi? Veut privilégier la cohésion nationale. Et du fait que ça crée des problèmes, une partie de gens qui doivent être dans cette cohésion nationale estime que la présence du président auprès de ceux qui ont pris les armes contre la République, c'est un soutien moral. Ouais, c'est un soutien moral. Y a-t-il pas moyen de vous abstenir un peu? C'est ça qui veut dire. D'être un peu de faire profil bas, pour et de laisser la charge à ceux qui ont reçu la mission. Et surtout que sur France 24, le président avait dit « Je veux rencontrer Fachi et je veux rencontrer Kabila ». Donc, pourquoi les gens doivent toujours dramatiser? Je sais qu'en journalisme, il y a cette technique-là de dramatiser les faits. Les gens viennent, ils sont là, ils dramatisent pour faire du buzz. Pourquoi doit-il rencontrer Fachi en premier? C'est du destin de toute une nation. Mais Fachi, les prêtres ont fait la conférence ici. Ils ont donné les rapports de leur mission. Partout, ils ont rencontré les parties prenantes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les problèmes aujourd'hui, c'est Fachi. Pour qu'on arrive au dialogue. Mais si le président dit, OK, comme le problème c'est lui, je le rencontre. Et il vous dit, je ne viens pas demander une faveur. Mais ça gêne, pourquoi? Vous savez pourquoi ça gêne les gens? Et quand ça va gêner, pourquoi? Parce que les gens ont présenté Martin Fayoulou au niveau international comme un extrémiste. Et aujourd'hui, que les officines internationales voient un Martin Fayoulou rassemblaire, ça dérange leur discours. Vous comprenez? Et Dédé, nous n'avons pas la même approche. Et on doit apprendre à respecter l'autonomie de chaque plateforme politique. Les gens ne peuvent pas penser que Martin Fayoulou doit se taire parce que le président Kabila est à Goma. Non. Quand il s'était, Fayoulou a zolobaté. Quand il parlait, Fayoulou a bomimboka. C'est ça être leader, non? Et tous ces critiques. Et il parle en 3 minutes. La haine ou non, la diabolisation, tout simplement. Non, le problème c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Ma mère me disait toujours, la richesse, ce n'est pas le bien matériel. Ce n'est pas le compte en banque. La richesse, c'est tout d'abord matériel. C'est rester en harmonie avec sa conscience. Tu peux être riche aujourd'hui, mais tu as volé, tu as tué les gens, tu as eu l'argent. On ne peut pas l'acheter. Ça, on ne peut pas l'acheter. Mais quand tu es en harmonie avec ta conscience, c'est-à-dire que tu es dans le norme, tu es riche. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et la richesse est avant tout l'affaire de l'esprit, l'affaire intérieure. Quand les gens disent Martin Fayoulou Nzala, mais dites-moi un peu, qui dans notre pays, je ne sais pas, Kassavoubou, tout ça, bon, je ne parle pas d'eux, mais nous avons eu des présidents dans ces pays. Qui, en accédant au pouvoir, avait déjà les standings de Martin Fayoulou? Personne. Personne. C'est quelqu'un qui a eu une vie professionnelle active. C'est quelqu'un qui a fait ses histoires, ses investissements, tout. Et après, il a dit, je dois servir ma nation. Est-ce que lui, Azam Outanzala? Non. Mais les gens sont prêts à utiliser n'importe quel mot pour injurier les valeurs. Vous trouvez normal un intellectuel
qui se met à insulter le prix Nobel Denis Mukwege. Vous connaissez ce que c'est le prix Nobel? On doit insulter le prix Nobel seulement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec son opinion sur France 24. Non, vous trouvez ça normal? C'est le chef de l'État qui était le premier à lancer une pique à l'endroit de Mukwege lors de sa dernière campagne électorale sur le Congo. Et prix Nobel, on appelle ça qui est languissier. Mais non, quand la masse récupère ça, campagne, et on fait ce qu'elle veut. Dans la campagne électorale, on a propagé une nouvelle si Martin Fayulu a lobby pour voter Mwanamboka. C'était faux. Il n'avait jamais dit. La campagne électorale, là, on n'est pas là parce que c'est une période un peu drôle. Mais nous sommes là maintenant. Le prix Nobel vient de faire une sortie sur France 24 après les discours du président honoraire Joseph Kabila. Quelle insulte il n'a pas eu du côté de même personne là. Vous trouvez normal? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je pense aujourd'hui, j'ai fait un appel à la population de faire très attention. Est-ce que si Martin Fayulu et les Maman Chantal, les Prince Peng, les Nico Mayengele, de Adrien Malenga, de Lexis Légal, de Vos Kitoko, tout ça, n'avaient pas fait l'opposition de 2018 jusqu'à ces dernières élections, l'opposition existerait. Allez, on va finir. Non, parce qu'il faut dire... Et vos relations avec d'autres partis politiques sont comment? C'est la dernière question, en 30 secondes. Nous n'avons pas de problème entre partis politiques. Nous sommes très bien avec, que ce soit le président Sessanga, le président Katumbi. Quand le président était en Europe, ils se sont vus avec le président Katumbi. Ils se sont vus tout ça. Mais quand quelqu'un te dit qu'il a fait un voyage au Togo, mais ces facilitateurs ont rencontré tout le monde. Merci beaucoup. Mais pourquoi on ne pouvait pas rencontrer Martin Fayulu? Merci beaucoup. Et ils pensent que Martin Fayulu est là. Moi, je comprends. Martin Fayulu, là. Moi, c'est Kitoko Mibali Baou, il est là. Les gens sont conscients que force na bango c'est babakisi Martin Fayulu. Pourquoi? Parce qu'il a la légitimité et sa virginité la politique. Il n'a pas volé, il n'a pas tué. Et il a été élu par le peuple et il est cohérent dans sa lutte. Martin Fayulu est incohérent. Mais n'est-ce pas que quand l'on doit faire table rase, l'on doit parler de la cohésion, on doit se mettre de côté les débats sur la victoire de 2018. Il a déjà... Et continuer à s'appeler président élu, tout ça. Le problème, ça ne fragilise pas la paix que l'on recherche. C'est pas contradictoire à un moment. Non, qu'est-ce que nous on a dit? Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Nous avons eu les cas en Afrique du Sud avec le président Nelson Mandela. Là, c'était justice, vérité, réconciliation. On doit se parler. C'est là le schéma. On doit se parler, on doit se réconcilier et on doit acheminer vers la cohésion nationale. Et si les gens voient tous ces acteurs politiques qui lancent un mot au peuple congolais pour la paix au pays, ça sera facile. Merci. Parce que derrière tous ces acteurs, il y a des populations. C'est ce que nous pensions. Donc aujourd'hui, peuple congolais, que personne ne vous trompe, il n'y a aucun arrangement pour dire que le président Fayulu sera premier ministre. Ça, c'est faux. Les gens sont en train de spéculer parce que déjà, ils vous ont donné des premiers ministres. Ils ont parlé de Jean-Marc Abound. Ils parlent encore du président. On aura des premiers ministres dans ces pays. Nous, le problème, c'est le Congo. L'amour du Congo nous dévore. Nous nous battons pour le Congo. Si c'était seulement le pouvoir pour le pouvoir, on aurait déjà le pouvoir parce que on n'a pas manqué les opportunités d'en avoir. Mais nous regardons le Congo. Toi, tu vas bien manger quand ta famille est à l'Est, quand tes frères et sœurs souffrent là-bas, toi, tu seras à l'aise. Dans quel état se trouve le Congo? C'est difficile. On va se quitter, Madame Maman Chantal Moboni. Merci d'avoir répondu à nos questions avec tout le plaisir et la vista. Voilà. Je pense que vous avez passé du bon temps de télé avec Maman Chantal Moboni. Les idées forces qu'elle a pu développer sur ce plateau, je pense qu'on suffit à convaincre quelques esprits sceptiques encore parmi nous. Nous vous retrouvons donc avec la Médose et le plaisir, avec toute la grande équipe, pour un autre numéro sur votre chaîne Politique ou la force du détail. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, mesdames, tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.